Au fur et à mesure que les ombres s'allongent sur la toile de fond du début du XXe siècle, une présence menaçante émerge de la brume de l'histoire. La Gestapo, acronyme de Geheime Staatspolizei ou Police secrète d'État, établie le 26 avril 1933 sous le règne de fer de Hermann Göring et plus tard de Heinrich Himmler, a déclenché un règne de terreur sans précédent dans l'histoire du monde. Les salles d'interrogatoire de l'infâme quartier général de la Gestapo, Prinz Albrecht Straße 8, à Berlin, étaient le centre nerveux de cette organisation terrifiante. Des histoires d'interrogatoires brutaux qui laissaient les prisonniers psychologiquement brisés et physiquement détruits se sont répandues comme une encre sombre et venimeuse, tachant les pages de l'histoire. Mais comment se déroulaient ces interrogatoires et quelles étaient les techniques terrifiantes utilisées par la Gestapo? Pouvez-vous imaginer la terreur rampante d'un coup à la porte en pleine nuit, ou la froide épouvante d'une seule question accablante qui pourrait signifier la différence entre la vie et la mort? Comme l'a dit Martin Niemöller, un pasteur luthérien de premier plan et critique vocal d'Adolf Hitler, « D'abord, ils sont venus chercher les socialistes et je n'ai pas protesté, parce que je n'étais pas socialiste. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour parler pour moi. » Cette citation glaçante résume parfaitement la peur et l'isolement favorisés par le règne de terreur de la Gestapo. Rejoignez-nous alors que nous plongeons au cœur de l'obscurité qu'était la Gestapo, en retirant les couches de peur, de brutalité et de contrôle implacable. Bienvenue dans le journal de Jules César. La jeunesse voilée, décrypter l'émergence et la mission de la Gestapo. Révéler les premiers chapitres d'une force de police secrète mystérieuse et puissante comme la Gestapo est comparable à forcer l'ouverture d'un coffre de secrets longtemps oublié, truffé d'intrigues, de peur et d'un désir de pouvoir inébranlable. C'était le décor en 1933, lorsque Adolf Hitler, nouvellement nommé chancelier de l'Allemagne, a rapidement mis en œuvre ses grands plans, créant la Gestapo pour servir d'instrument personnel de contrôle. La Gestapo était l'idée originale de Hermann Göring, initialement, qui était alors le ministre de l'Intérieur de la Prusse. Göring visait à consolider le contrôle politique en supprimant l'opposition au parti nazi, freinant essentiellement tout murmure de dissension avant qu'il ne se transforme en cri de rébellion. Un fait intrigant est que la Gestapo, à ses débuts, n'était pas une organisation nationale, elle était limitée à la Prusse. Cependant, le cours du temps et des manœuvres politiques stratégiques ont provoqué une transformation. En 1934, Göring a passé les rênes à Heinrich Himmler, un personnage dont le nom allait bientôt devenir synonyme de la Gestapo. Sous la direction de Himmler et avec la bénédiction de Hitler, la Gestapo a étendu sa toile, étendant son influence à travers l'Allemagne. Himmler, avec son bras droit, Reinhard Heydrich, a ensuite entrepris une mission pour forger la Gestapo en un outil de terreur implacable. Leur objectif était de perpétuer l'idéologie déformée des nazis et d'assurer une conformité absolue. La Gestapo a été dotée de pouvoirs étendus qui la plaçaient effectivement au-dessus de la loi. Comme Heydrich l'a une fois cité de façon glaçante, tant que la police exécute la volonté de la direction, elle agit légalement. Un détail intéressant concerne la taille perçue de la Gestapo. La tradition populaire et les représentations dans la culture populaire dépeignent souvent la Gestapo comme une entité vaste et omniprésente. Cependant, la réalité est qu'elle était étonnamment petite, surtout si l'on considère son impact et son influence. On estime que seulement environ 16 000 agents étaient responsables de la sécurité d'une nation de millions d'habitants à son apogée. Pourtant, sa force ne résidait pas dans son nombre, mais dans le climat de peur qu'elle cultivait. C'était un cas classique de guerre psychologique, où le simple murmure du nom de la Gestapo suffisait à apaiser la dissension potentielle. La juridiction de la Gestapo était vaste, s'étendant bien au-delà des affaires de l'État. Elle a étendu ses tentacules dans la vie personnelle des citoyens allemands. Un voisin suspect, une lettre de dénonciation ou même une conversation entendue par hasard pouvait entraîner une visite indésirable de la Gestapo. SS Agents étaient autorisés à arrêter sans mandat, à détenir des suspects incommunicado et à les interroger en utilisant des méthodes effroyables. De plus, ils opéraient avec un pouvoir pratiquement sans contrôle, sans surveillance des autorités administratives ou judiciaires.
Au cours de la décennie suivante, la Gestapo a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques de Hitler. C'était une machine insaisissable et implacable, pourchassant sans relâche toute personne même vaguement considérée comme un ennemi de l'État. Cela incluait les dissidents politiques, les Juifs, les Roms, les témoins de Jéhovah et tous ceux qui ne correspondèrent pas à l'idéal arien. Leurs tactiques variaient de l'intimidation et de la surveillance à la détention et, en fin de compte, à l'envoi de leurs victimes dans des camps de concentration et d'extermination. Ombre du pouvoir, les hommes qui ont dirigé la Gestapo. Comme un trident enfoncé dans le cœur de la liberté, la Gestapo, sous la bannière du Troisième Reich, était dirigée par trois personnages principaux, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich et Heinrich Müller. Ce trio infernal incarnerait la brutalité et l'impitoyabilité de la police secrète de Hitler, laissant une cicatrice indélébile sur l'histoire. Heinrich Himmler, ancien éleveur de poulets, prit les rênes de la Gestapo en 1934. Né le 7 octobre 1900 à Munich, l'ascension de Himmler au pouvoir fut aussi régulière qu'impitoyable. Avant son mandat à la Gestapo, Himmler dirigeait déjà les SS Schutzstaffel, une organisation initialement établie comme garde du corps personnel de Hitler. Himmler l'a transformée en une puissante organisation paramilitaire, un mouvement qui facilitera plus tard l'extension de l'influence de la Gestapo dans toute l'Allemagne nazie. Himmler, avec son apparence de bibliophile à lunettes, était une figure de terreur improbable. Cependant, il supervisa certaines des pires atrocités du régime nazi, mettant en œuvre la solution finale de Hitler et devenant une figure clé de l'orchestration de l'Holocauste. Ensuite, il y avait Reinhard Heydrich, souvent surnommé « l'homme au cœur de fer » par Hitler. Né en 1904 à Halle, Heydrich était initialement un officier de marine avant d'être attiré dans les SS naissantes par Himmler à la fin des années 1920. L'efficacité impitoyable de Heydrich le fit rapidement monter dans la hiérarchie, conduisant finalement à sa nomination comme chef de la Gestapo en 1934. Violoniste talentueux et marin compétent, Heydrich était aussi cultivé qu'il était cruel. En 1941, il présida la conférence de Wannsee, où la solution finale d'une bureaucratie glaçante fut finalisée. Cependant, le règne de terreur de Heydrich fut interrompu lorsqu'il fut victime d'une tentative d'assassinat par des soldats tchèques et slovaques formés par les services de renseignement britanniques en 1942. Le dernier engrenage dans la roue, Heinrich Müller, était l'incarnation de la terreur anonyme et sans visage que représentait la Gestapo. Né en 1900 à Munich, Müller était un vétéran de la Première Guerre mondiale et un détective de police avant de rejoindre la Gestapo. Prenant la suite de Heydrich après sa disparition, Müller dirigerait la Gestapo jusqu'à la chute du Troisième Reich. Surnommé Gestapo Müller pour le distinguer des nombreux autres Müller dans l'appareil nazi, c'était un homme enveloppé de mystère. Il a été vu pour la dernière fois dans le bunker de Hitler le 1er mai 1945, et malgré d'importantes chasses à l'homme après la guerre, son sort reste inconnu, créant une énigme de la vie réelle qui continue de dérouter les historiens. Ces trois figures, aussi disparates que leurs antécédents l'étaient, ont travaillé à l'unisson pour établir la Gestapo comme un instrument de contrôle de l'État craint. Ils étaient des hommes d'une efficacité impitoyable, d'une obéissance inébranlable au Führer et d'un mépris glaçant pour la vie humaine. Leurs noms peuvent ne pas avoir la reconnaissance immédiate d'Adolf Hitler ou de Joseph Goebbels, mais leur rôle dans la Gestapo les ont rendus essentiels à la mise en œuvre de l'agenda insidieux du Troisième Reich. Comme Himmler lui-même l'a froidement proclamé, nous avons toujours choisi le plus haut et abandonné le plus bas. Nous nous sommes de plus en plus éloignés du concept d'égalité. Toile de contrôle. Démêler la machinerie complexe de la Gestapo. Plonger dans l'organisation complexe et la hiérarchie de la Gestapo est comparable à naviguer dans un immense labyrinthe où chaque chemin mène à une couche plus profonde de contrôle et d'autorité. Née dans le creuset de l'immense appareil de sécurité de l'Allemagne nazie, la redoutabilité de la Gestapo ne résidait pas seulement dans sa puissance, mais aussi dans sa structure complexe et ses larges interactions avec d'autres branches du gouvernement nazi. Au sommet de cette toile de pouvoir se trouvait Heinrich Himmler, le chef de la police allemande de la Gestapo, dont l'emprise glaciale s'étendait à chaque coin de la machinerie nazie.
Aux côtés de Himmler, Reinhard Heydrich et Heinrich Müller, les deux autres figures clés jouaient des rôles essentiels dans l'organisation, dirigeant d'une main de fer et maintenant la réputation terrifiante de la Gestapo. En 1936, un décret d'Adolf Hitler a facilité l'élévation de la Gestapo, la rendant indépendante de la juridiction administrative de l'Allemagne. Cela signifiait que la Gestapo n'était pas soumise à un examen judiciaire ou à une quelconque forme de responsabilité juridique. Une telle autorité sans entrave leur a permis d'opérer en dehors des limites habituelles de l'application de la loi. Leur mandat allait de la lutte contre la dissidence politique à l'hygiène raciale, un terme employé pour justifier certains de leurs actes les plus atroces. En s'enfonçant plus profondément dans le labyrinthe, on découvrirait que la Gestapo était divisée en divers départements connus sous le nom de AMT, bureau, et Gruppen, groupe, chacun se spécialisant dans un type particulier d'ennemi. Par exemple, le département Grünkaeter était responsable de la suppression et de l'extermination des Juifs, des francs-maçons et des dissidents religieux. Sa structure était à la fois complexe et flexible, permettant à la Gestapo de s'adapter rapidement à toute menace perçue contre le régime nazi. Une caractéristique curieuse de la structure de la Gestapo était son empreinte omniprésente, mais étonnamment petite. Malgré ses vastes responsabilités et sa portée nationale, la Gestapo avait une configuration relativement maigre. Cette configuration maigre la rendait dépendante d'un réseau d'informateurs qui s'étendait à travers le Reich allemand, transformant les voisins contre les voisins et semant des graines de méfiance au sein des communautés. Le citoyen allemand ordinaire pourrait, et le faisait souvent, devenir un rouage inconscient dans l'immense machinerie de la Gestapo. De plus, la Gestapo était étroitement liée à d'autres branches du gouvernement nazi. La SS Schutzstaffel, une organisation paramilitaire sous Himmler, avait une relation symbiotique avec la Gestapo. Alors que la SS offrait une couche supplémentaire d'exécution, la Gestapo fournissait le renseignement nécessaire pour que la SS fonctionne efficacement. De même, la Gestapo maintenait une association étroite avec le bureau principal de sécurité du Reich, CE, qui facilitait la coordination et permettait aux nazis de mettre en œuvre leur politique efficacement dans tous les coins du Reich. La toile de contrôle tissée par la Gestapo, de ses dirigeants de l'Apex à ses informateurs citoyens inconscients, était une toile de pouvoir et de peur immense. Chaque rouage de la machine, consciemment ou inconsciemment, favorisait la cause nazie, contribuant à un climat d'oppression et de terreur. L'organisation et la hiérarchie de la Gestapo sont un rappel frappant des longueurs auxquelles peuvent aller les régimes totalitaires pour maintenir le pouvoir et le contrôle. Comme Heydrich l'a une fois cité de manière glaçante, pour nous, il n'y a pas de problème de bien ou de mal. Il n'y a qu'un seul problème, celui du peuple allemand, la survie de notre race. Cette déclaration reflète le principe fondamental qui régit la machinerie de la Gestapo, un aperçu troublant de la mentalité qui a conduit l'une des organisations de police secrètes les plus tristement célèbres de l'histoire. Dans l'ombre de la peur, démystification des arts sombres de la Gestapo. Dans le silence effrayant des chambres d'interrogation de la Gestapo, de nombreuses âmes ont été soumises à ces méthodes terrifiantes d'extraction d'informations. Chaque tapotement de la botte de l'interrogateur, chaque grincement des portes d'acier sinistres résonnait avec la promesse non dite de souffrances imminentes. Une discussion de ces méthodes brutales offre un aperçu de la profondeur glaciale de l'inhumanité de la Gestapo. Au sein de l'arsenal de la Gestapo, l'intimidation psychologique était l'un de leurs outils les plus favorisés. Dès le moment où un individu était détenu, il était plongé dans un monde conçu pour instiller la peur et l'impuissance. Les cellules de détention étaient souvent stratégiquement placées près des salles d'interrogatoire, où les cris des autres victimes servaient de prélude effrayant à leur propre épreuve imminente. Cette guerre psychologique a été exemplifiée par Rudolf Diels, le premier chef de la Gestapo, qui a une fois remarqué de façon glaciale: « L'infliction de la punition physique n'est pas le travail de chaque homme, et naturellement, nous étions seulement trop heureux de recruter des hommes qui étaient prêts à ne montrer aucune délicatesse à leur tâche. Cependant, leur répertoire de tourments n'était pas limité aux moyens psychologiques. L'abus physique était un autre pilier sur lequel se tenaient les tactiques d'interrogation de la Gestapo. Les victimes étaient souvent soumises à de sévères passages à tabac et à diverses formes de punition physique.
Cette méthode brutale était conçue pour briser l'esprit des détenus, les rendant plus susceptibles de divulguer des informations cruciales. Parmi les techniques les plus sinistres employées se trouvait la chaise de concentration, une méthode aussi sombre que son nom le suggère. Les victimes seraient étroitement liées à une chaise pendant des heures, parfois même des jours, avec leurs ravisseurs veillant à ce que l'individu tourmenté reste éveillé tout au long de l'épreuve. La fatigue implacable couplée à un inconfort extrême conduisait souvent à une décomposition, tant physique que mentale. Cependant, même dans leur méthode de brutalité, la Gestapo était méthodique et bureaucratique. Chaque technique d'interrogation était cataloguée et systématiquement appliquée, transformant leur cruauté en une procédure presque clinique. Par exemple, le Verschärfte-Vernehmung ou interrogatoire renforcé était une méthode sanctionnée qui incluait des pratiques effrayantes telles que la simulation de noyade et la privation de nourriture. Il est à noter que les méthodes de la Gestapo n'étaient pas toujours purement physiques ou psychologiques. De nombreux détenus ont été contraints à coopérer par des menaces contre leurs proches. Cet aspect soulignait peut-être la portée terrifiante de la Gestapo, mettant en évidence leur capacité à cibler non seulement les individus, mais aussi leurs familles. Alors que les murmures de ceux qui ont autrefois traversé les couloirs des chambres d'interrogation de la Gestapo résonnent à travers le temps, ils servent de rappel puissant des profondeurs auxquelles l'humanité peut sombrer dans la quête du pouvoir. Les paroles glaciales de Heinrich Himmler résonnent de manière sinistre dans ce contexte. Mon honneur et la loyauté. Écho du passé. Chronique des sombres actions de la Gestapo. En tant que rouage clé dans la machinerie de terreur du régime nazi, la Gestapo s'est retrouvée au cœur de plusieurs opérations et événements glaçants. Ces épisodes, gravés dans les pages de l'histoire, révèlent l'étendue de l'influence de la Gestapo et soulignent l'efficacité terrifiante avec laquelle ils exécutaient leurs ordres. Premièrement, parmi ceux-ci, se trouve l'infâme Nuit des longs couteaux, qui a eu lieu sur 4 jours, du 30 juin au 2 juillet 1934. Cette purge, orchestrée par Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Hermann Göring, visait des membres de leur propre parti qu'ils considéraient comme des menaces potentielles. Bien que les SS et la police régulière aient été impliqués, la Gestapo a joué un rôle crucial dans l'identification et l'arrestation des victimes, agissant effectivement comme le scalpel avec lequel Hitler a effectué sa chirurgie politique. À la fin de cet épisode sanglant, les SS et la Gestapo ont émergé comme des forces plus dominantes au sein du régime nazi, renforçant encore leur emprise terrifiante sur la société allemande. Cependant, la portée de la Gestapo n'était pas limitée aux opposants politiques au sein de l'Allemagne. Leur influence s'étendait à travers l'Europe occupée, notamment dans leur poursuite impitoyable du résistant norvégien, Jan Baalsrud. Dans une poursuite haletante qui a duré plus de 2 mois en 1943, Baalsrud a réussi à échapper à ses poursuivants, dans une saga qui inspirera plus tard le livre, et par la suite le film, Le 12e homme. Malgré leur efficacité impitoyable, l'évasion de Baalsrud a démontré que la Gestapo n'était pas invincible, offrant une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité dominante. Cependant, le rôle de la Gestapo dans la mise en œuvre de la solution finale demeure l'épisode le plus glacial de leur sombre héritage. Dans le cadre du plan d'Hitler pour l'extermination systématique de la population juive en Europe, la Gestapo a été chargée de l'identification, de l'arrondissement et de la déportation des Juifs vers des camps de concentration et d'extermination. Une telle opération a été la déportation massive des Juifs du ghetto de Varsovie vers le camp d'extermination de Treblinka à l'été 1942, une tâche sombre qu'ils ont entreprise avec un niveau glacial d'efficacité bureaucratique. Même face à une défaite imminente, alors que les forces alliées se rapprochèrent, la résolution de la Gestapo n'a pas fléchi. Leur répression brutale de l'insurrection de Varsovie en 1944 a démontré leur loyauté indéfectible à la cause nazie, même alors que leur monde s'écroulait autour d'eux. Après 63 jours de combats acharnés, la rébellion a été écrasée et les habitants restants de la ville ont été déportés, laissant Varsovie comme une ville fantôme. Dans les mots de Reinhard Heydrich, l'une des figures clés de la Gestapo, « Nous ne serons pas sentimentaux, nous avons un devoir envers notre peuple, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de la sentimentalité. » Cette déclaration glaçante
encapsule l'efficacité froide et impitoyable avec laquelle la Gestapo a accompli leurs sombres actions, laissant un héritage qui continue de résonner à travers les couloirs du temps. La main invisible, l'implication de la Gestapo dans l'Holocauste. L'Holocauste, l'une des heures les plus sombres de l'humanité, reste une tache indélébile sur notre histoire collective. Au sein de la machinerie complexe de ce génocide monstrueux, la Gestapo était la main invisible qui mettait souvent les engrenages en mouvement. Même avant que l'Holocauste ne commence en toute sincérité, la Gestapo a joué un rôle déterminant dans la création d'une atmosphère de peur et de persécution contre les Juifs en Allemagne. Le pogrom de 1938, connu sous le nom de Kristallnacht ou Nuit de cristal, en est un exemple glacial. Dans un acte de violence soigneusement orchestré, les maisons, les entreprises et les synagogues juives ont été détruites à travers le pays. La Gestapo a joué un rôle critique, arrêtant environ 30 000 hommes juifs et les envoyant dans des camps de concentration. Alors que les cendres se déposaient, il était clair que cela marquait une escalade dramatique dans la campagne du régime nazi contre les Juifs. Le meurtre systématique de 6 millions de Juifs pendant l'Holocauste, cependant, était l'endroit où le rôle de la Gestapo devenait encore plus prononcé. Comme l'a noté Adolf Eichmann, l'un des architectes de l'Holocauste, la Gestapo était un acteur clé dans l'extermination physique des Juifs. Leur devoir était multifacette, allant de l'identification et de l'arrestation des Juifs à leur transport vers les camps d'extermination. Dans des ghettos comme Varsovie et Lodz, la Gestapo a travaillé avec une efficacité impitoyable pour rassembler les populations juives. Ils ont orchestré des déportations de masse, envoyant des milliers de personnes à leur mort dans des camps comme Auschwitz et Treblinka. Cette efficacité a été incarnée par la remarque glaçante d'Eichmann: « Je sauterai dans ma tombe en riant, parce que le sentiment d'avoir 5 millions d'êtres humains sur ma conscience est pour moi une source de satisfaction extraordinaire. » Dans des pays occupés comme la France, la Gestapo a travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour faciliter la déportation des Juifs. Le tristement célèbre rafle du Vel d'Hiv en 1942 en est un exemple frappant, où la police française, sous les ordres de la Gestapo, a arrêté plus de 13 000 Juifs, dont plus de 4 000 enfants, qui ont été déportés par la suite à Auschwitz. La Gestapo a également traqué ceux qui ont osé résister ou cacher des Juifs. L'arrestation d'Anne Frank et de sa famille à Amsterdam en 1944 est peut-être le cas le plus connu. La famille Frank avait été cachée pendant plus de 2 ans avant qu'il ne soit trahi et découvert par la Gestapo. Le journal d'Anne, détaillant ses expériences et ses peurs pendant cette période, est devenu depuis l'une des chroniques les plus poignantes de l'Holocauste. Alors que la guerre touchait à sa fin, la résolution de la Gestapo dans l'exécution de la solution finale d'Hitler restait inflexible. En Hongrie, qui a été occupée par les nazis en 1944, la Gestapo a orchestré la déportation d'environ 440 000 Juifs en seulement 8 semaines, marquant l'un des épisodes les plus rapides de meurtres de masse pendant l'Holocauste. Par leur implication dans l'Holocauste, la Gestapo est devenue l'incarnation de la brutalité monstrueuse du régime nazi. Leur efficacité impitoyable et leur manque glacial d'empathie ont facilité l'exécution de l'un des génocides les plus horrifiants de l'histoire. Heinrich Himmler, l'un des principaux architectes de l'Holocauste et chef de la Gestapo, a une fois déclaré « L'antisémitisme est exactement la même chose que le delousing. Se débarrasser des poux n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de propreté. » Cette déshumanisation glaçante des Juifs reflète l'état d'esprit qui a permis à la Gestapo de participer à de telles atrocités inimaginables. Les yeux cachés et les mensonges murmurés, les outils de surveillance et de propagande de la Gestapo. Imaginez une société où la confiance a été érodée, non pas par un ennemi externe, mais par les yeux cachés de la police secrète, où le calme monotone de la vie quotidienne était régulièrement ponctué de mensonges murmurés de la propagande. C'était la réalité de l'Allemagne nazie sous le regard vigilant de la Gestapo. La Gestapo maniait la peur et la suspicion comme des outils puissants pour maintenir le contrôle. Son appareil de surveillance s'étendait à travers l'État allemand et les territoires occupés. Les tentacules de l'organisation s'enfonçaient profondément dans le tissu de la société, utilisant des informateurs de tous les horizons.
Du voisin signalant une activité suspecte à côté à la victime forcée, révélant des secrets, la Gestapo gardait un œil sur les activités du public. Leur surveillance n'était pas limitée au domaine physique, ils surveillaient également activement les communications. La phrase sinistre « les murs ont des oreilles » prenait un sens littéral alors que les lignes téléphoniques étaient mises sur écoute et les lettres interceptées. Heinrich Himmler, le Reichsführer SS et l'un des hommes supervisant la Gestapo, a déclaré une fois « À long terme, on ne peut échapper à la Gestapo ». En effet, échapper à la surveillance de la Gestapo était comme essayer d'éviter sa propre ombre. Cependant, l'influence de la Gestapo ne concernait pas seulement la surveillance et l'application. Il s'agissait également de façonner les perceptions. La propagande était un outil essentiel qu'ils employaient pour justifier leurs actions auprès du public. Dirigée par le Reichsministère de l'éclairage public et de la propagande, dirigée par Joseph Goebbels, la Gestapo était présentée comme protectrice de la race aryenne, défenseur de la pureté et de la souveraineté allemande. Dans ce réseau soigneusement tissé de récits, la Gestapo a été présentée comme des héros. Ils étaient le rempart contre des ennemis supposés comme les Juifs, les communistes et tous les dissidents considérés comme une menace pour l'utopie nazie. Des films comme Gestapo, sortis en 1940, exemplifient cette perspective. Dans le film, la Gestapo est montrée comme une force sévère mais juste, combattant sans relâche des éléments traîtres au sein de la société allemande. La machine de la propagande est allée plus loin, diabolisant ceux qui étaient les cibles de la Gestapo. Les Juifs ont été déshumanisés et étiquetés comme des menaces pour la pureté raciale allemande. Pendant ce temps, les communistes étaient dépeints comme des saboteurs rusés, complotant contre l'État. De tels récits ont créé un environnement où les tactiques brutales de la Gestapo n'étaient pas seulement acceptées, mais considérées comme nécessaires pour la survie du Reich. Un outil particulièrement efficace était la campagne « Lettres à la Gestapo ». Les citoyens ordinaires étaient encouragés à écrire des lettres à la Gestapo, signalant les activités suspectes de leurs voisins ou collègues. La campagne, largement publicisée, avait deux objectifs. Elle augmentait le réseau de surveillance de la Gestapo et favorisait une atmosphère de paranoïa qui étouffait toute opposition. Le règne de la Gestapo a été construit sur une base de peur, renforcée par une surveillance constante et fortifiée par un mur de propagande. Les effets de cette combinaison étaient insidieux, créant une société où l'intrusion de l'État dans la vie quotidienne était acceptée comme la norme et toute déviation de la manière de vivre prescrite pouvait entraîner de graves conséquences. Une citation du leader de la Gestapo, Heinrich Müller, résume peut-être le mieux leur approche. Ce n'est pas la police qui devrait avoir peur du peuple, mais le peuple qui devrait avoir peur de la police. C'était la réalité glaçante sous la surveillance de la Gestapo, où les yeux cachés et les mensonges murmurés régnaient. Dans l'ombre de l'île de l'Aigle, la mainmise de la Gestapo sur la société allemande, imaginez-vous marchant sur une rue pavée, le bruit de vos chaussures résonnant sur les bâtiments en pierre autour de vous, votre cœur battant un rythme nerveux dans votre poitrine, votre regard passe d'un visage à un autre, vos voisins, vos amis, votre communauté. Mais au milieu du bavardage quotidien et des tasses de thé qui s'entrechoquent, une peur persistante bourdonne comme une guêpe que vous ne pouvez pas chasser. Chaque personne que vous croisez pourrait être un informateur, un traître. Chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez pourrait être scrutée, analysée et rapportée. Bienvenue dans la réalité de la vie dans l'Allemagne nazie sous les yeux vigilants de la Gestapo. La Gestapo a transformé l'Allemagne en une nation sous un siège de peur omniprésent. Heinrich Himmler, l'architecte de la Gestapo, en a fait une organisation qui a étendu son influence dans les recoins les plus privés de la vie quotidienne. Dans ces mots glaçants, mieux vaut que 10 personnes innocentes souffrent qu'un traître échappe. C'est un témoignage frappant du climat induit par la paranoïa encouragée par la Gestapo. Dans le tissu étroitement lié de la société allemande, la présence de la Gestapo était suffocamment palpable. Des informateurs ont infiltré les communautés, tournant le voisin contre le voisin, déchirant même des familles. Il y a eu le CA tristement célèbre de la famille Odzic. Originaire de Yougoslavie, il vivait paisiblement en Allemagne jusqu'à ce
qu'un tuyau d'un informateur non identifié entraîne l'arrestation du père en 1942. Les efforts de la famille pour le retrouver ont été vains, avec seulement des réponses vagues des autorités. La disparition effrayante a frappé la peur dans le cœur de ceux qui les entouraient, un rappel frappant de la portée de la Gestapo. La peur n'était pas la seule conséquence. L'étau de la Gestapo a créé un environnement qui a forcé les gens à s'adapter, à changer. Les normes et les comportements sociétaux ont évolué sous le poids d'une surveillance constante. La vie privée était un luxe perdu, la confiance, un souvenir estompé. L'expression de la dissidence ou même un soupçon potentiel pouvait inviter à de graves conséquences. Cela a été illustré par le célèbre CAS du mouvement Rose-Blanche, où un groupe d'étudiants de l'université de Munich qui ont protesté contre le régime nazi ont été arrêtés et exécutés. Les tactiques de la Gestapo ont également eu pour résultat que la population est devenue plus repliée sur elle-même. La Volksgemeinschaft, ou communauté du peuple, une idéologie propagée par les nazis, a été ironiquement déchirée. La méfiance inhérente semée par la Gestapo a endommagé les relations interpersonnelles, favorisant une culture de silence et de suspicion. Cette période, décrite de manière glaçante par l'historien Detlev Peukert, était une ère où la sécurité des quatre murs domestiques a été substituée au danger de la sphère publique. Mais au milieu du voile de la peur, certains ont cherché des moyens de résister, des petits actes de défiance contre le régime oppressif. Il y avait des réunions secrètes tenues à voix basse, la distribution de tracts illégaux sous le manteau de l'obscurité et des messages codés transmis à travers des chansons ou des pièces de théâtre. C'était risqué, mais comme l'a dit un résistant anonyme, ce n'était pas du courage, mais du désespoir. Un désespoir si profond, il ne laissait pas de place pour la peur. Dans cet environnement, la vie continuait, bien que dans l'ombre de l'œil de l'aigle. Malgré la peur, la population allemande a résisté. Leur esprit n'était pas courbé. Ils ont avancé, chaque jour témoignant de leur résilience, leurs défis, même face à la formidable Gestapo. Comme l'a dit l'auteur John le Carré, il y a des moments qui sont faits de trop de choses pour qu'ils soient vécus au moment où ils se produisent. La vie sous la Gestapo était un tel moment. Son vrai poids peut être seulement vraiment compris rétrospectivement. Le spectre du point de fer, l'emprise de la Gestapo au-delà des frontières allemandes. Alors que la tempête de la guerre balayait l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie annexait et occupait de nombreux pays, de la France à l'ouest à la Pologne à l'est. Cette expansion n'était pas seulement territoriale, elle étendait aussi la portée effrayante de la Gestapo, l'ombre redoutée du Troisième Reich. L'influence insidieuse de la Gestapo était loin d'être négligeable et a à jamais modifié les paysages des pays qu'elle a touchés. À l'est, la Pologne a subi de plein fouet la terreur de la Gestapo. Suite à l'invasion en septembre 1939, la Gestapo s'est installée dans les grandes villes, comme Varsovie et Cracovie. La Pologne est devenue un laboratoire pour les politiques terrifiantes de la Gestapo, ses méthodes et structures évoluant pour s'adapter à la suppression brutale de toute résistance. Un exemple significatif est le récit tragique de la ville polonaise de Palmyry, où à partir de décembre 1939, des centaines de Polonais soupçonnés d'être impliqués dans des activités de résistance ont été exécutés par la Gestapo. Leur dernière demeure, une forêt près de la ville, demeure un rappel sombre des méthodes impitoyables de la Gestapo. Plus à l'ouest, la France a ressenti la main lourde de la Gestapo suite à son occupation en 1940. Paris, la ville lumière, s'est assombrie sous leur surveillance. La poursuite impitoyable de la résistance par la Gestapo a conduit à des événements tels que la tristement célèbre rafle du Velde EIV en juillet 1942, où des milliers de Juifs ont été arrêtés et plus tard transportés vers des camps d'extermination. Ces actions ont contribué à un climat de crainte parmi la population française, les échos des bottes militaires se faisant de plus en plus forts chaque jour. La Gestapo a également resserré son emprise sur la Norvège suite à son occupation en avril 1940. Les paysages accidentés du pays ont fourni la cachette parfaite pour les combattants de la résistance, ce qui a représenté un défi unique pour la Gestapo. L'un de ces personnages était Jan Baalsrud, dont l'évasion de la Gestapo pendant 2 mois, éprouvant au cours de l'hiver arctique de 1943,
est devenu une légende norvégienne. La survie de Balsrud, malgré la poursuite incessante de la Gestapo, symbolisait l'esprit indomptable de la Norvège. Au sud, en Tchécoslovaquie, la présence de la Gestapo était tout aussi redoutable. L'assassinat de Reinhard Heydrich, le protecteur du Reich par intérim de Bohême et Moravie et un architecte clé de l'Holocauste, a entraîné de sévères représailles. Les villages de Lidis et les Akis ont été rasés, leurs habitants tués ou envoyés dans des camps de concentration dans un acte de rétribution horrifique orchestré par la Gestapo. Cette action brutale est devenue un sombre témoignage de l'étendue des méthodes impitoyables de la Gestapo pour supprimer l'opposition. Ce récit de peur et de courage, de suppression et de résistance forme le récit de la Gestapo dans les territoires occupés pendant les années de guerre. Comme un spectre, leur présence se cachait dans chaque coin de l'Europe occupée, leur approche à point de fer laissant une cicatrice permanente sur le visage de l'histoire. Pourtant, au milieu de la désolation, l'esprit de résistance qu'ils ont allumé est venu symboliser l'esprit indomptable de l'humanité. Comme il est inscrit sur le mémorial de la forêt de Palmyrie, nous n'étions que des hommes, rien de plus, et la terreur ne nous a pas asservis. C'est un rappel que même face à l'oppression la plus redoutable, la volonté de résister ne peut jamais être éteinte. La fin de l'ombre. Nuremberg, chasse aux fugitifs et les échos de la Gestapo. Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Nuremberg, autrefois la scène de grands rassemblements nazis, a accueilli un spectacle tout à fait différent. Les procès de Nuremberg, commençant en novembre 1945, étaient la tentative de l'humanité de faire face aux atrocités commises pendant les années de guerre. Parmi les nombreuses personnes traduites devant le tribunal, se trouvaient des figures proéminentes de la Gestapo, ceux qui avaient orchestré la terreur, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe occupée. Le nom de Heinrich Himmler, l'architecte glacial de la Gestapo, a plané sur les procédures. Cependant, il ne comparaîtrait jamais, ayant choisi d'échapper à la justice en prenant sa propre vie en mai 1945. Pourtant, d'autres comme Ernst Kaltenbrunner, le plus haut dirigeant des SS à survivre à la guerre, étaient présents. Kaltenbrunner, tristement célèbre pour son administration brutale, a été inculpé de crimes contre l'humanité et condamné à la potence. Le verdict symbolisait un moment de réflexion, une forme de clôture, bien qu'il ne puisse jamais vraiment effacer les cicatrices que la Gestapo avait laissées derrière lui. Mais les procès à Nuremberg n'étaient que le début de la chasse à la justice. Après la guerre, les officiers de la Gestapo en fuite sont devenus les sujets de poursuites internationales. Des personnages comme Klaus Barbie, le tristement célèbre boucher de Lyon, ont réussi à échapper à une capture immédiate. Barbie avait supervisé la déportation de milliers de Juifs de Lyon vers les camps d'extermination, gagnant son surnom glacial. Avec l'aide de réseaux comme les Ratlin, il a trouvé refuge en Amérique du Sud, un continent loin de ses crimes. Son évasion était un rappel amer que les tentacules de la Gestapo atteignaient loin et large. Mais le temps n'attend personne, et finalement, en 1983, la justice a rattrapé Barbie en Bolivie. Son procès ultérieur en France a marqué une autre étape importante dans l'adresse de l'héritage de la Gestapo. Une autre figure gravée dans ce récit d'après-guerre était Adolf Eichmann, le cerveau logistique derrière la solution finale. Après avoir vécu incognito en Argentine pendant des années, Eichmann a été appréhendé par l'agence de renseignement israélienne, le Mossad, lors d'une opération audacieuse en 1960. Son procès à Jérusalem, diffusé dans le monde entier, était un rappel glaçant de la machinerie systématique de l'Holocauste, une machinerie dont la Gestapo faisait partie intégrante. En Allemagne, ce fardeau historique s'est manifesté par un réexamen profond du passé du pays, connu sous le nom de Vergangenheitsbewältigung. La République fédérale d'Allemagne démocratique s'est distancée des horreurs de son passé récent, mais la présence d'anciens officiers de la Gestapo dans sa bureaucratie pendant les premières années a été un sujet controversé. Cette lutte avec le passé était le reflet de l'influence profonde que la Gestapo avait sur la société allemande. Le spectre dans les ombres. La Gestapo, parmi d'autres héros de la peur. Dans le théâtre sombre de l'histoire, la Gestapo se tient épaule contre épaule avec d'autres forces de police secrètes tristement célèbres. Leurs réputations glacées ont été immortalisées,
projetant de longues ombres qui persistent à travers les décennies. Parmi ces organisations, 3 se distinguent, le KGB, la Stasi et le Kempeitai. Chaque organisation, malgré le fait qu'elles opéraient dans différentes nations et époques, partageait un lien inquiétant. Elles étaient les architectes de la peur. Le Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, connu communément sous le nom de KGB, était l'agence de sécurité principale de l'Union soviétique de 1954 jusqu'à sa dissolution en 1991. Le KGB et la Gestapo partageaient un trait commun, l'intégration sans faille dans le tissu de la société, instillant la peur et l'incertitude dans le cœur des gens ordinaires. Les 2 organisations avaient des pouvoirs étendus et peu de surveillance, ce qui leur permettait d'employer des mesures sévères contre leur propre population. L'histoire d'Alexandre Solzhenitsyn, le courageux dissident et auteur de L'archipel du Goulag, illustrait l'efficacité froide du KGB. Solzhenitsyn a été harcelé par le KGB pour ses vues critiques sur le régime soviétique, CE qui a finalement conduit à son expulsion de l'Union soviétique en 1974. SE's experience reflétait celle de nombreux individus poursuivis par la Gestapo pour avoir défié l'idéologie nazie. Dans l'Allemagne de l'Est d'après-guerre, la Stasi, ou le Ministerium für Staatssicherheit, a joué un rôle similaire à celui de la Gestapo. Fondé en 1950 et opérationnel jusqu'en 1989, le système de surveillance intérieure sans égal de la Stasi a fait vivre les citoyens allemands sous l'œil toujours vigilant de l'État. Mais, contrairement à l'approche violente et ouverte de la Gestapo, la Stasi s'appuyait souvent sur la guerre psychologique, pratiquant la Zersetzung, une méthode visant à miner le bien-être psychologique d'une personne. On dit que Günther Guillaume, un agent de la Stasi, a même infiltré le cercle intime du chancelier ouest-allemand Willy Brandt, ce qui a conduit à la démission de Brandt lorsque l'espionnage a été dévoilé. En déplaçant notre objectif vers l'Extrême-Orient, nous trouvons le Kempeitai, le bras de la police militaire de l'armée impériale japonaise de 1881 à 1945. Actif pendant une période qui chevauche celle de la Gestapo, le Kempeitai a exercé une influence significative au Japon et dans ses territoires occupés. De manière similaire au rôle de la Gestapo dans l'Holocauste, le Kempeitai a joué un rôle clé dans les crimes de guerre et les atrocités commises par le Japon impérial, notamment le massacre de Nankin en 1937. Les mots d'Iris Chang dans son livre Nankin capturent les horreurs infligées par le Kempeitai et reflètent le rôle similaire que la Gestapo a joué dans les territoires occupés par les nazis. Les comparaisons entre ces organisations révèlent un objectif partagé, consolider le pouvoir en instillant la peur, en réprimant la dissidence et en promouvant l'idéologie du régime au pouvoir. Cependant, des différences apparaissent dans leurs méthodes, leurs cibles et leur contexte d'opération. L'utilisation généralisée de tactiques de terreur par la Gestapo était similaire à celle du Kempeitai, tandis que le KGB et la Stasi, bien qu'également redoutés, préféraient souvent une approche plus secrète. Des ombres sur l'écran d'argent. L'écho de la Gestapo dans la culture populaire. La Gestapo, synonyme de brutalité et de terreur, s'est insérée dans le tissu culturel, dépeinte de multiples façons à travers diverses formes de médias. Ces représentations reflètent souvent la compréhension de la Gestapo par la société, oscillant entre un réalisme frappant et une dramatisation exagérée, démontrant l'intérêt durable pour ce chapitre sombre de l'histoire. Le cinéma, un moyen connu pour sa capacité à créer des récits convaincants, a vu de nombreuses représentations de la Gestapo. Un exemple frappant vient du film emblématique de Steven Spielberg de 1993, La liste de Schindler. Eamon Goeth, joué par Ralph Fiennes, est un officier SS brutal qui, sans être techniquement un officier de la Gestapo, incarne la nature impitoyable et insensible, souvent associée à la Gestapo. Le film de Spielberg offre une représentation effrayante de la terreur instillée par les officiers nazis et leurs actions. En même temps, d'autres représentations cinématographiques ont davantage penché vers le dramatique et le sensationnel, sacrifiant l'exactitude historique pour l'intrigue narrative. Un exemple est le film de Quentin Tarantino de 2009, Inglourious Basterds, où la Gestapo,
incarné par le colonel suave mais terrifiant Hans Landa, joué par Christoph Waltz, devient un personnage de méchanceté presque théâtrale. Ici, la Gestapo n'est pas une réflexion de la vérité historique, mais un symbole de peur et d'oppression, une incarnation cinématographique du mal. Dans la littérature, la Gestapo a trouvé sa place dans d'innombrables récits, certains enracinés dans la vérité, d'autres dans l'imagination. Le roman de John le Carré de 1963, L'espion qui venait du froid, dépeint le complexe réseau d'espionnage et de contre-espionnage, la Gestapo formant une partie cruciale du contexte du conte. Dans cette représentation, la Gestapo devient une partie d'un récit plus large sur les réalités sombres de l'espionnage pendant la guerre froide. La musique n'a pas été à l'abri de l'influence de la Gestapo. Le groupe punk Dead Kennedys a sorti sa chanson California über alles en 1979, une critique de l'ancien gouverneur de Californie, Jerry Brown. Les paroles de la chanson peignent un tableau d'un État semblable à la Gestapo, démontrant comment la Gestapo est devenue un symbole de pouvoir gouvernemental oppressif. La représentation de la Gestapo dans les jeux vidéo, comme la série Wolfenstein, présente l'organisation comme une force ennemie redoutable et souvent exagérée. Ce jeu souligne la cruauté infâme de la Gestapo, tout en ajoutant des éléments de science-fiction et de fantastique. La raison de la représentation continue de la Gestapo à travers divers médiums est complexe. Une raison pourrait être que la Gestapo, incarnant une image puissante de terreur contrôlée par l'État, sert d'outil narratif utile, un symbole clair de méchanceté. Les actions de la Gestapo offrent également des histoires fascinantes de résistance et de survie, des récits qui résonnent avec le public. En tirant le rideau sur ce voyage à travers les ombres, nous nous retrouvons à réfléchir sur les restes glaçants de l'héritage de la Gestapo. Leurs actions terrifiantes continuent de résonner à travers le temps, résonnant dans les chroniques de notre conscience collective, nous rappelant la capacité de l'humanité à la fois à un mal profond et à une résilience courageuse. Des couloirs silencieux des territoires occupés aux théâtres animés de la culture populaire, la Gestapo a marqué son empreinte. Alors que nous plongeons dans la vie d'individus comme Heinrich Himmler, l'orchestrateur du règne de terreur de la Gestapo, ou de résistants courageux comme Sophie Scholl, qui ont défié leur stratégie de peur, nous réalisons que l'histoire n'est pas seulement une série d'événements, mais une tapisserie d'histoires entrelacées qui continue d'influencer le présent et l'avenir. En réfléchissant à l'héritage de la Gestapo, nous sommes rappelés aux mots perspicaces du philosophe George Santayana. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. C'est un rappel sobre que la connaissance de l'histoire, même ses coins les plus sombres, n'est pas seulement précieuse, elle est nécessaire. En revenant à la lumière, emportons avec nous la compréhension que le passé, aussi dérangeant soit-il, fait partie intégrante du récit que nous tissons pour demain. Les échos de la Gestapo servent de conte de mise en garde qui nous poussent à nous efforcer de créer un monde façonné par la compréhension, l'empathie et la recherche de la justice.